Tout va bien, ça tourne. Eh ben voilà. Bien, ben, on recommence. Donc dans ce cas-là, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir fait effectivement le chemin jusqu'à Polydome aujourd'hui. Effectivement, avec dans cette assistance plein de visages que je ne connais pas, donc des futurs porteurs de projets, des jeunes créateurs, et puis des vieux créateurs qui, à mon avis, viennent réviser sur des choses qu'ils connaissent depuis de longues années maintenant, ou qui apporteront, pourquoi pas, des bonnes questions pendant la partie questionnement, puisque vous savez que les petits déjeuners de la création, ça existe depuis 17 ans maintenant. Il y a 2 temps, ou 3 temps, on va dire un temps où des experts vont vous faire part de leur vision, de leur savoir finalement, un temps où des témoins vont vous parler de leur parcours, de leur vécu personnel et puis de leur vision personnelle en tant que créateur d'entreprise. Et puis une partie où vous aurez la parole librement, vous pourrez interroger nos experts et nos témoins présents ce matin, en sachant que juste après on aura un café, on a un temps d'échange café, donc ça veut dire que vous pourrez également poursuivre ce débat autour d'un bon café, ce qui ma foi n'est pas le pire des moments pour tranquillement échanger avec chacun des experts présents. Alors ce matin, on va aborder un sujet qui, ma foi, et je le vois par rapport au nombre de personnes présentes, n'est pas un petit sujet. Alors, on va parler des risques du créateur. Alors, les risques du créateur, vous allez me dire, c'est peut-être pas un thème très porteur au moment où vous êtes là pour trouver une bonne idée. Et pourtant, c'est un élément qu'il faut prendre en considération, non pas pour vous empêcher d'avancer et d'aller vers votre création, mais bien pour réfléchir, avoir les bons réflexes, parce que finalement, c'est en anticipant ces risques que vous donnerez peut-être plus de pérennité demain à votre entreprise et que vous irez encore plus loin, parce que vous serez un peu mieux protégé, couvert, vous aurez réfléchi aux bonnes questions à vous poser, parce que ces risques, ils sont multiformes, ils sont protéiformes, ils interviennent à tous les échelons. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, autour de cette table, j'avais dit autour table ronde, autour de ces 2 tables carrées, nous parlerons avec les experts comptables, nous parlerons avec des banquiers, nous parlerons avec des assureurs. Ah oui, l'assureur, quelque part, on l'a mis au milieu. Vous voyez, c'est son métier, le risque. Voilà. Mais elle va nous donner des risques, mais en même temps des solutions. Et puis des témoins, nous parlerons également effectivement de leur vécu, de leur parcours, des témoins très différents. Alors, pour vous présenter effectivement cette table ronde, je vous invite à prendre le micro, parce que Céline, c'est vous qui allez débuter. On va d'abord un petit tour de table pour se présenter. Les experts comptables, voilà, j'allais dire, présentez-vous peut-être vous-même et le cabinet que vous représentez, et puis le métier, l'expertise comptable, voilà, c'est ça. Bonjour, c'est Nick Antuel, donc je suis expert comptable, cabinet 2C, expertise et conseil à la Part-Dieu sur Clermont-Ferrand. Le métier d'expert comptable, effectivement, par nature, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise tout au long de la vie de l'entreprise, depuis la création jusqu'au suivi courant de la société, l'accompagner dans les difficultés, l'accompagner dans son développement, voire dans sa cessation d'activité. Voilà, on va tout faire pour qu'il n'aille pas jusque-là, et voilà. Ça. Même si, effectivement, c'est un sujet important, et parfois, on ne va pas beaucoup parler de cessation d'activité, mais parfois, voilà, effectivement, c'est de rebondir, de repartir, et là, aujourd'hui, la notion de repartir et de rebond est aussi une notion importante. Jérôme Chezet, alors on va dire c'est le régional de l'État, quelque part, voilà. Banque Populaire, en quelques mots là aussi, j'allais dire en quoi, effectivement, petit portrait, et puis comme ça on se connaît bien, on va se tutoyer comme on fait, en quoi, effectivement. Ah, et voilà, Gilles Fichy, l'un des... c'est le créateur des petits déjeuners de la création il y a 17 ans, donc... il a le droit de prendre une place devant, c'est ça. D'habitude, il va au fond pour faire le radiateur, mais là, aujourd'hui, il s'est mis juste devant. Pardon, Jérôme, vas-y. Bonjour à tous, merci Frédéric. Donc Jérôme Chezet, Banque Populaire, donc je m'occupe du marché des professionnels à la Banque Populaire. Donc je suis là nous sommes là notamment pour vous épauler à la création. Et pour nous, un professionnel, c'est de 1 euro à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, vous êtes dans la cible. Notre métier, c'est effectivement d'identifier vos besoins et de vous accompagner pour que vous puissiez réussir votre projet. Voilà. Merci. Effectivement, un autre banquier à côté avec le prêt agricole, Nicolas Lang, et il a aussi quelques mots de présentation. Bonjour à tous, Nicolas Lang, donc je suis chargé de développement au Crédit Agricole Centre-France. Je suis spécialisé dans la création reprise, d'où ma présence aujourd'hui. Et pour compléter ou même paraphraser, aujourd'hui, notre métier, ça va vraiment être de vous accompagner de la genèse du projet au début de l'activité pour que tout se passe de la meilleure des façons. Alors, on a déjà un petit peu parlé de vous. Isabelle, en quelques mots, Isabelle Barthélémy, votre cabinet, quelques mots sur le métier. Isabelle Barthélémy, donc je représente Groupama, je suis responsable d'un secteur commercial avec une équipe effectivement qui vous rencontre et pour vous proposer effectivement des solutions adaptées à votre situation dès l'instant où votre projet est abouti, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé chez mes confrères,
et nous vous accompagnons afin de nous adapter à votre situation. Merci. Et les deux témoins effectivement de cette matinée, Tristan Colombet, j'allais dire là aussi quelques mots pour mieux te connaître et voilà, te découvrir, même si effectivement Tristan, ceux qui lisent la presse régionale, vous commencez bien à le connaître maintenant, mais là, en quelques mots, Tristan Colombet. Eh bien, bonjour à tous, donc je dirige Turing 22, qui est le plus grand espace de coworking de la région Rhône-Alpes-Auvergne, où on accueille physiquement du coup, beaucoup d'entreprises en création et de créateurs comme vous. Et c'est un multi-créateur, je crois que c'est un qui a aussi l'expertise voilà, des risques ou des bonnes solutions à prendre, Tristan nous en parlera. Et puis si vous avez une petite envie comme ça de manger, de bien boire, de bien vivre, hein, peut-être Vincent, c'est peut-être ça, l'envie de bien vivre déjà, c'est l'homme incontournable de ce matin. Vincent, en quelques mots, l'homme et l'entreprise. Oui, bonjour à toutes et à tous, donc créateur, Vincent Bâtisson, créateur de l'Auvergne à votre porte, c'est la vente de produits de la région, vente en une épicerie fine auvergnate en l'été. Donc là, je suis là pour échanger un petit peu sur le cursus de la création et de la société. Et aussi, j'ai une autre petite casquette. Je fais partie du bureau du groupement des créateurs d'entreprise. Voilà, qui vont mettre ses trophées tout à l'heure vers midi. T'es pas à Zodios en ce moment? T'as pas d'espace? Non, c'est pas toi, non, d'accord, ok, j'avais cru. Tu vois, je croyais bien faire parce que. Ton confrère, allez, d'accord, ok. Un peu, on est, voilà. D'accord, tous ceux qui valorisent, on va dire, nos bons produits régionaux. Voilà, d'accord, ok, effectivement. Alors, on va retourner de nouveau, je crois, à un moment donné, vers les experts comptables, parce que vous êtes effectivement. Alors, le terme est réservé normalement à la CCI, on dit c'est eux qui sont la porte d'entrée naturelle des créateurs, mais l'expert comptable, on va dire, il y a la porte d'à côté ou la porte juste après, je ne sais pas. J'allais dire, l'expert comptable a un rôle extrêmement important. Et surtout, vous avez cette vision 360, vous accompagnez pratiquement tous les types, les natures, les projets de création d'entreprise. Quelle est votre vision justement de cette notion du risque? Qu'est-ce que vous diriez, vous, effectivement, dans les bons conseils clés qu'on pourrait délivrer à de jeunes créateurs? Que l'expert comptable est le plus souvent la porte d'entrée vers laquelle vont les créateurs. Ils peuvent avoir aussi sollicité d'autres partenaires auparavant. Au préalable, nous, notre rôle, c'est d'être un véritable accompagnateur, à savoir ne pas évoquer seulement l'aspect financier de la création, mais être accompagné des partenaires banquiers, assureurs, avocats, pour identifier tous les risques. Un créateur, c'est vrai qu'il a son propre angle de vue, et bien souvent, il oublie quelques éléments. Et nous, on est là pour mettre en avant, ou soulever, ou poser les bonnes questions. Et c'est notre rôle. D'accord, c'est cette interrogation du créateur de le pousser un petit peu dans ses retranchements, un peu, c'est ça? Le pousser dans ses retranchements, parce que bien souvent, il a son volet soit technique ou soit son métier, mais il oublie tous les autres aspects. En tout cas, une partie de ces autres aspects qui sont indispensables, parce que être bon techniquement dans son métier, ça ne veut pas dire savoir gérer une entreprise, et voilà, c'est un pas, et c'est un pas dans lequel on les accompagne. Alors c'est une phrase qu'on répète souvent, effectivement, le créateur est un expert dans son domaine, mais il n'est peut-être pas suffisamment, technicien dans d'autres domaines qui sont aussi importants. C'est vraiment quelque chose que vous constatez régulièrement il y a besoin de challenger un peu un créateur, de le pousser en disant, le compte de résultat c'est bien, mais enfin le coefficient multiplicateur, si je fais 1, je fais tant de chiffre d'affaires, si je fais 100, je fais 100 fois plus. C'est tout simple, je fais très bien gagner la vie. Oui, c'est vrai qu'il faut les challenger. Alors après, il y a une appétence aux chiffres qui est plus ou moins développée selon la personne, selon l'activité dans laquelle elle se lance, évidemment. Mais oui, c'est bien de les challenger un petit peu, parce que l'idée, c'est de les conduire à la réussite et pas de les conduire vers une porte sans issue, de leur faire croire que ça pourrait fonctionner. C'est aussi notre rôle que de dire, à un moment donné, votre projet n'est pas suffisamment réfléchi, il n'est pas suffisamment abouti, prenez le temps encore pour réfléchir à certains aspects et revenez plus tard, prenez le temps de créer. L'envie est là, mais parfois l'envie ne suffit pas. Alors cette envie justement, est-ce que à l'inverse, on a aussi des créateurs qui aujourd'hui se réfugient dans la notion de création d'entreprise? Ce que je veux dire, c'est que effectivement le marché, alors on nous dit que le marché de l'emploi est en reprise. Bon, il y a aussi un record du nombre de créateurs d'entreprises. Ça signifie qu'on a fait un transfert. Finalement, on crée peut-être plus facilement une entreprise. On nous répète que c'est tellement facile de créer son entreprise. C'est là où vous intervenez en disant, attendez, on se colle, on prend 5 minutes. Votre produit déjà, le marché, vous êtes capable d'aller jusque-là, jusqu'à vraiment le déploiement complet du projet et le comprendre et l'accompagner? L'idée, c'est effectivement de l'accompagner au maximum, et si c'est pas mon cas, parce qu'effectivement je peux pas connaître techniquement tous les métiers et être pertinente sur toutes les activités, mais c'est au moins de diriger le créateur vers les bonnes personnes.
L'idée, c'est que le créateur, en gros, teste son projet auprès de personnes, alors son entourage qui n'est pas toujours objectif, mais auprès d'autres chefs d'entreprise. Je pense que c'est important pour qu'il puisse se rendre compte d'aspects qu'il n'avait pas lui-même imaginé, abordé. Voilà, qu'il ait un autre angle de vue. C'est ça le problème, c'est qu'on manque de recul sur son propre projet bien souvent. Et c'est là où on prend un risque, c'est qu'on n'aborde pas toutes les thématiques et tout est important dans la construction d'un projet. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être 1000 pièges sur lesquels vous pourriez mettre un focus. Je sais pas, on entend dire par exemple aussi qu'un créateur qui n'a pas prévu de se payer la première année, c'est pas une bonne idée non plus, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas payé, bah, c'est un piège, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vivre. Ça peut l'être. Alors c'est à la fois un accompagnement formidable que de pouvoir, aujourd'hui il y a une mécanique qui permet de continuer à percevoir ses allocations de chômage et de ne pas se rémunérer sur la société. Alors c'est vrai que c'est confortable en principe puisque ça laisse le temps à la société de se développer, à se constituer. Elle se constitue pendant ce temps-là une trésorerie qui est un trésor pour la suite. Et voilà, donc c'est pas forcément négatif que de ne pas se rémunérer au démarrage si on a d'autres sources de revenus, bien évidemment, autrement c'est un peu compliqué. Mais ça peut être un piège, c'est vrai, de voir la trésorerie accumuler et au final, cette trésorerie, à un moment donné, on sait qu'il y a des régularisations de charges sociales notamment. Voilà, on peut avoir l'impression à un moment donné d'avoir de la trésorerie et au final, en pratique, cette trésorerie, elle est juste latente, c'est-à-dire qu'elle a vocation à sortir de l'entreprise et pas définitivement exister. D'accord. Si on devait peut-être identifier quelques points d'attention particuliers, je sais pas, est-ce que le capital social, par exemple, ça sent longtemps, qu'est-ce que vous mettriez comme focus de risque éventuellement dans un compte de... Alors, j'arrive, je viens de créer, je suis auto-entrepreneur, une SASU, c'est la mode, la SAS, je viens de créer ma SASU, j'arrive et je vais vous voir, et sur quoi vous allez mettre un peu le focus. Alors, je sais que c'est large, la question est très ouverte, on peut faire 1h30 sur ça. Le capital en lui-même, c'est vrai que c'est plus le banquier qui est attaché au montant du capital parce que quelque part c'est leur sécurité à eux. Oui. Après le montant en soi, selon l'activité, il n'est pas toujours pertinent, mais c'est vrai que voilà, c'est plus une garantie financière pour le banquier, le montant du capital, qu'une réelle utilité, on va dire, fondamentale. Financière, mais évidemment que l'apport de départ est essentiel et ça fait partie des lacunes bien souvent dans la création d'entreprise, c'est effectivement l'apport financier au départ. Bien sûr. Dans les lacunes aussi, bien souvent, c'est qu'on sous-estime les besoins financiers et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à les surestimer parce qu'il vaut mieux aller voir un banquier au moment de la création, le séduire et lui demander plus plutôt que de revenir quelques mois plus tard en disant voilà, j'ai des difficultés financières, j'ai besoin d'une rallonge. Son état d'esprit est rentré pas du tout même. Il n'aime pas. Forcément, au départ on le séduit, on est dans une opération séduction. Et donc c'est vraiment parfois ce qui pêche au moment de la création, c'est effectivement cet apport de départ qui est trop juste. Bon, après il y a des plateformes d'accompagnement qui sont là pour venir compléter ces apports et qui peuvent soutenir les projets, mais c'est souvent là où ça pêche. Et puis c'est vrai que dans les risques, après c'est aussi effectivement la couverture sociale qu'il ne faut pas oublier. Voilà, oui, effectivement, oui, c'est ça. Par exemple, au-delà des besoins financiers, c'est des aspects effectivement que le créateur auquel on pense pas systématiquement. Que le créateur ait bien pensé dans son compte de résultat prévisionnel l'ensemble des charges, pas nécessairement obligatoires, vous parlez de la protection sociale, mais qu'il ait bien pensé réellement à l'intégralité des charges sur lesquelles... Et le temps de monter en charge, parce que vous disiez, le chiffre d'affaires souvent est surestimé trop rapidement et il faut quasiment doubler cette année. Et après, alors sur un aspect purement économique, effectivement, attention, le chiffre d'affaires, on parle hors taxe. On n'est plus particulier, où on raisonne en TTC, il faut bien raisonner effectivement sur des achats hors taxe, des ventes hors taxe, et c'est pas tout à fait pareil. Une marge, elle se calcule sur l'hors taxe et pas sur un chiffre d'affaires TTC. On confond encore trop souvent, j'allais dire, le chiffre d'affaires il y a encore des créateurs qui s'intéressent qu'au chiffre d'affaires et qui vont calculer leur marge. Alors oui, de moins en moins parce qu'ils participent à des forums de la création, ils participent aux 5 jours pour entreprendre, donc effectivement ce parcours-là... Vous aurez des longues carrières, voilà. Ce parcours-là les aide justement à acquérir ces notions de base en matière de gestion d'entreprise et effectivement
c'est des erreurs qu'on voit de moins en moins souvent. Mais c'est vrai que lorsqu'on accompagne un créateur, l'expert comptable, effectivement, les gens arrivent avec un stade complètement différent. Il y en a qui sont vraiment au stade de l'idée, d'autres qui ont bien avancé, qui ont fait leur propre simulation. Voilà, donc après, à nous de nous adapter. D'accord, ok. Alors, on reviendra certainement sur les experts comptables, mais vous avez évoqué le nom de... Enfin, vous avez le métier de banquier. Alors, on va se tourner vers la troisième porte, parce qu'il y a une troisième porte juste à côté, celle qu'on franchit quasiment en même temps que la CCI. Effectivement, l'expert comptable, on va tout de suite voir son banquier. Jérôme, quels sont les... Si on devait identifier les quelques risques un peu classiques sur lesquels vous allez être focus, parce que des créateurs, vous envoyez des milliers chaque année. Oui, effectivement, ce qui est important de noter, c'est lorsque vous créez votre entreprise, c'est un choix de vie. Vous avez une vie personnelle, vous avez une vie professionnelle. Nous, notre rôle au niveau de la banque, mais les créateurs accompagnés, on travaille en réseau avec l'ordre des experts comptables, avec les chambres de commerce, c'est d'identifier vos risques à vous potentiels, tant à titre personnel qu'à titre professionnel, de manière à ce que vous puissiez les maîtriser. Et si vous maîtrisez ces risques-là, en tant que créateur accompagné, vous avez une compétence et une capacité à performer qui est bien supérieure aux autres. Donc la première chose déjà, c'est de dire, aujourd'hui par rapport à l'activité que vous créez, est-ce que vous allez pouvoir en vivre à titre personnel, on l'a vu tout à l'heure, et deux, après, comment nous, banques, on peut vous accompagner. Vous accompagner par la maîtrise du financement. Quand je finance l'acquisition d'un fonds de commerce, quand je finance du matériel, j'ai des durées établies, 5 ans, 7 ans maximum. Le financement, on va le détailler après, du court terme aussi, ce qu'on appelle du court terme chez nous, c'est de votre trésorerie, c'est-à-dire au quotidien, comment vous allez faire pour récupérer l'argent, comment vous allez faire pour payer vos fournisseurs de manière très concrète. Donc on vous explique effectivement le cycle de vie de trésorerie au niveau de l'entreprise de manière à ce que ça soit durable pour vous. Alors, ces risques sont identifiés, mais est-ce que votre rôle, c'est de piéger le créateur et de lui dire non, ou aussi de l'accompagner dans l'identification de ces risques, finalement, s'il vient vous voir bien en amont? Je ne parle pas, effectivement, s'il arrive et que son projet est déjà lancé, mais s'il vient voir bien en amont, il peut s'appuyer sur son conseiller bancaire également pour le conseiller? Bien sûr, mais nous on est là pour ça, hein, j'allais dire sur le principe. Pourquoi on est là pour ça? On travaille main dans la main, je veux dire, c'est un travail d'équipe. Les créateurs accompagnés, l'accompagnement que l'on a, on travaille avec les plateformes, on travaille avec la chambre de commerce, on travaille avec les experts comptables, mais on a aussi des connaissances parce que un conseiller professionnel qui gère des comptes a à peu près 200 relations, et dans ces relations, il peut y avoir des métiers qu'il gère déjà, de ceux que vous créez. Donc on a un certain savoir-faire, on a une expérience sur le vécu de nos clients qui font le même métier que vous. Donc dans ce cas-là, on peut vous apporter une vraie valeur ajoutée en disant faites attention à ça, vous allez être payé à 90 jours, donc prévoyez votre trésorerie par exemple, ou bien vous travaillez dans la coiffure, vous êtes payé comptant, donc en toute logique, la trésorerie, vous l'aurez avant d'avoir à la décaisser, donc on a cette expérience-là. Et puis, on voit que le phénomène de créateur va sur des secteurs d'activité différents, innovants. Et là, dans ces conditions-là, nous, en interne, on fait appel à des spécialistes chez nous, par exemple à l'innovation, mais on fait aussi appel à vous, à votre savoir-faire sur l'expérience que vous avez par rapport à d'autres créateurs, et puis au réseau d'accompagnement. Donc voilà, en ayant ce discours-là, on vous aide au mieux. Et alors justement, on parle de technologies nouvelles qui ne sont peut-être pas dans les bases de données. Effectivement, ce que ne vous dira pas Jérôme, c'est qu'effectivement aussi ces fameuses bases vont peut-être servir à vous dire non. Et soyez pas surpris si un jour les banquiers vous disent non, c'est que lui a l'expérience. Dans vos métiers, vous allez arriver avec un compte de résultats prévisionnels, des chiffres d'affaires estimatifs, et lui il va taper sur sa base de données et il va vous dire attendez, moi j'en connais déjà 42 en France qui font le même métier que vous. Non, vous êtes hors norme. Vous n'êtes pas dans les canons de votre profession, donc il vous dira non, vous serez peut-être surpris, mais lui il saura pourquoi. Il vous aura protégé également sur un risque que vous pourriez prendre. Parce qu'après tout, prêter de l'argent, pourquoi pas? Mais j'allais dire, si c'est pour que vous vous plantiez et puis que la banque perde de l'argent, c'est pas aussi non plus l'idée. Pensez bien effectivement à ça. Mais j'allais dire sur ces nouvelles technologies. Alors justement, il y a capacité à comprendre le marché pour un banquier, ou à couvrir derrière finalement comment ça se passe. Et on verra Tristan, alors comment il a fait lui quand il a créé ses boîtes avec la relation avec le banquier. Oui, sur un métier établi de commerce et d'artisanat qu'on connaît par cœur, là c'est plus facile pour nous, entre guillemets. Sur l'innovation, eh bien, on a des personnes spécialisées dans le domaine de l'innovation qui sont des ingénieurs, qui ne sont pas des personnes de la banque et qui peuvent discuter avec les spécialistes du secteur pour voir la viabilité du projet. Parce qu'effectivement, en tant qu'employé de banque, moi, sur des secteurs innovants, je ne suis pas compétent
pour juger du professionnalisme du projet. En revanche, je me fais épauler en interne et en externe avec les partenaires pour accompagner. Alors, avant de passer à Nicolas, si on peut donner le micro à Tristan, parce que Tristan a créé que des activités innovantes. Alors, la dernière est un peu plus dans l'immobilier, on va dire la cheval entre l'innovation et l'immobilier. Mais j'allais dire, la relation avec la banque, c'est toujours passé comment finalement? Quelle était alors c'est peut-être pas c'est tes banquiers, non, c'est pas tes banquiers l'un ou l'autre, ou Je ne crois pas. non, Mais non, mais par contre, effectivement, moi, là, entre ma première entreprise que j'ai créée il y a 20 ans et celle plus récente, j'ai vu une vraie évolution des métiers des acteurs de la banque, avec, il y a 20 ans, effectivement, un faible accompagnement, une faible connaissance du monde de l'entreprise, des entrepreneurs, des innovations, et vraiment, je trouve qu'au fil des années, et c'est vraiment particulièrement vrai aujourd'hui, une sensibilité beaucoup plus forte et un accompagnement beaucoup plus en amont des créateurs, et ça mérite d'être salué. c'est exactement, effectivement. Donc on a parlé, Nicolas, vous avez un beau métier, on parle de toujours séduire son banquier. Moi, je suis extraordinaire. C'est pour ça qu'on nous a envoyé le beau gosse de la banque, enfin les beaux gosses de la banque. Voilà, alors, on va parler de trésorerie, c'est beaucoup moins glamour, mais j'allais dire c'est aussi un point important. Et quels sont les critères sur lesquels effectivement au Crédit Agricole on va être focus sur un jeune créateur pour protéger des risques finalement? Ça va rejoindre un peu tout ce qu'on aborde depuis le début. Au moment de la création, par définition, on prend un risque parce qu'on crée quelque chose à partir de rien, donc on ne sait pas ce que ça va donner. On a des outils ou des indicateurs, comme je l'avais dit, sur ce qui existe et ce qu'on peut faire. Pour autant, on n'est pas certain de la réussite du projet. Donc pour anticiper ces choses-là et maîtriser les risques, maîtriser par exemple un chiffre d'affaires qui n'est pas au rendez-vous de ce qu'on avait prévu, un chiffre d'affaires qui va croître mais petit à petit. Les premiers mois d'activité ne seront pas forcément les mois d'activité de A1 plus 1 plus 2. Donc tout ça, ça fait du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, donc on va l'anticiper à travers du financement de trésorerie. Donc on va maîtriser le risque que l'activité ne soit pas au rendez-vous les premiers mois en finançant de la trésorerie qui permettra de subvenir aux charges fixes, comme le loyer, l'EDF et ces choses-là qu'on ne peut pas contourner, mais aussi pour pouvoir financer et agir sur son activité. Si à un moment donné, j'ai prévu quelque chose, je l'ai financé avec mon plan de financement, ok, mais je peux très bien avoir une nouvelle idée qui va me permettre de développer un marché ou faire un salon, quelque chose comme ça, et avoir un peu de trésorerie au départ va vous aider à pouvoir continuer l'activité et pas se retrouver cantonné à faut que j'attende de gagner de l'argent pour pouvoir développer mon activité. Alors, la question vient à l'esprit, ce qui est important, on a parlé de séduire son banquier au moment de la création tout à l'heure, mais c'est aussi parce qu'à ce stade-là, on peut être accompagné, je pense à la BPI, je pense à des organismes comme ça qui peuvent être aux côtés du banquier, parce qu'après tout, c'est pas votre rôle non plus que de prendre tous les risques avec les créateurs, bien entendu, c'est logique, mais j'allais dire, il y a des dispositifs qui permettent de sécuriser les prêts au moment de la création, c'est ça? Bien sûr. Le postulat de départ, c'est de se dire que pour créer son activité, il faut pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, ça veut dire être le mieux accompagné possible. Et alors, dit depuis tout à l'heure, la première porte, la deuxième porte, j'ai envie de le schématiser où je suis dans le hall d'entrée et en fait j'ai 5 portes qui sont au même endroit et il va falloir que je passe par ces 5 portes. C'est indispensable de passer par ces 5 portes pour pouvoir avoir tous les conseils possibles. Les échanges que vous allez avoir avec mon confrère de la Banque Populaire ou avec moi au Crédit Agricole vont être différents et peuvent amener des sujets différents. Donc forcément, ça va générer des questions différentes et on va trouver la solution qui va bien. Donc l'accompagnement, il va vraiment se faire par tout le monde. Et cette fameuse colonne vertébrale que peuvent être comptable, avocat, banquier, assureur, les incontournables. Mais au-delà, après, il va y avoir tous les intervenants externes, comme les plateformes d'initiative, la BPI, qui vont intervenir plus cette fois dans le plan de financement et être des facilitateurs pour débuter l'activité. Donc c'est tout un réseau finalement qui chacun va apposer son regard sur un parcours, sur un homme, sur une femme, sur un projet, et c'est l'addition de ces visions finalement qui peut donner une sorte de garantie bancaire supplémentaire. Si il y a plusieurs personnes qui ont posé leur regard en disant, vous parliez des différents réseaux, les réseaux d'accompagnement, le groupement des créateurs d'entreprise, tous ces réseaux d'accompagnement, si chacun dit finalement, attention, il y a ce point-là qui ne va pas, ou inversement,
c'est symbolique, je mets un coup de tampon pour dire ce projet est génial, et voilà. C'est aussi un critère pour vous qui est pris en compte sur la garantie, la valeur du projet? Évidemment, oui. Forcément, ça va apporter de la valeur. Si j'échange avec le comptable sur un projet et qu'on arrive à confronter peut-être une divergence d'avis sur un chiffre d'affaires, ça va me garantir, moi, ce chiffre d'affaires si le comptable me dit oui, mais on a calculé comme ci, comme ça, et que c'est cohérent, et que par les clients qu'on a aussi en portefeuille, on voit qu'il y a des similitudes, donc ça donne une garantie. Ça va être une garantie plus dans la construction. J'ai construit un projet et grâce aux différents accompagnements, au final, je bénéficie de toutes les expériences. Tout le monde a été capable de mettre en place des synergies. Aujourd'hui, mon projet, il est plutôt bien construit. Donc ça va être des garanties vraiment de partenariat. Au-delà des garanties BPI, qui sont des établissements qui prennent des garanties financières, etc. D'accord, ok. Je sais pas, Jérôme, une réaction, je sais pas, je voyais bouger la tête, donc je me suis dit, il faut intervenir. Juste en complément par rapport à ça, c'est qu'en fait, nous on a le recul. Si on regarde sur ces 5 dernières années, les créateurs d'y accompagner pour nous les banques ont une viabilité nettement plus forte que ceux qui ne sont pas accompagnés. Donc, moi, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui pour voir tous les réseaux d'accompagnement, voir aujourd'hui les experts comptables, voir les banques. Faites-vous accompagner, c'est une gage de réussite. D'accord. Donc la maîtrise des risques, l'un des conseils essentiels finalement, si je dois un peu résumer vos 3 interventions, là, c'est quand même essentiellement pour maîtriser ces risques et de voir beaucoup de monde et de voir tous les réseaux, parce que on ne s'en rend pas compte, mais vous le verrez effectivement aujourd'hui, si vous faites le tour, et vous allez faire le tour, il y a beaucoup de réseaux quand même. Effectivement, mais j'allais dire que tout le monde travaille, se connaît, c'est ça? L'idée c'est que tout le monde se connaît, se renvoie effectivement et... L'idéal, ce serait de connaître tout le monde pour pouvoir travailler, avoir confiance et se connaître. Mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'il ne faut pas qu'on échange sur les dossiers et sur les projets. D'accord, ok. Donc effectivement, se faire accompagner, que ce soit par des experts. Alors on a les experts comptables, mais effectivement, c'est aussi son avocat. Ils ne sont pas présents ce matin, mais il faut effectivement y penser. Et puis maîtriser ses risques en allant challenger son projet finalement, aussi bien à la chambre de commerce, une fois que je vois Fabrice qui passe, ou après tous les réseaux d'accompagnement du groupement des créateurs et des autres. Oui, pardon. Je voulais juste, on m'a communiqué le chiffre, pas dans l'oreillette, mais hier dans une réunion, c'est 85% des entreprises qui sont encore là à 5 ans quand elles sont accompagnées par les réseaux et bien sûr la colonne vertébrale comme je l'évoquais. Donc c'est quand même vraiment un réel gage de réussite. Contre 1 sur 2 qui malheureusement disparaît dans les 5 ans si elle n'est pas accompagnée prématurément, effectivement. Donc voilà, maîtriser les risques, ça peut être aussi se challenger, et c'est pas évident. Je vous le dis parce que ça fait donc 17 ans, et là je parle sous le témoignage de Gilles, qu'on fait ces petits déjeuners de la création, donc des porteurs de projets, on en a vu passer plus de 4000, et effectivement cette notion d'accepter de se faire challenger. Hein, à un moment donné, on y croit tous, profondément à son projet, d'accepter de se dire, finalement, mon expert comptable, elle n'a pas tout à fait tort. Oui, c'est vrai que allez, sur la 3e année, je pensais que là j'allais passer un cap. Et qu'est-ce qui m'apporte réellement cette garantie-là? Voilà, c'est d'accepter un nom d'un banquier. Je dis ça parce qu'on l'a dit sur un autre petit déjeuner de la création. Il n'y a rien de plus formateur que le nom d'un banquier. Hein, c'est pas la peine d'aller dans votre famille ou vos amis en disant c'est encore ce banquier, il m'a dit non, etc. Mais d'accepter le nom du banquier en lui disant écoutez, est-ce que vous m'expliquez, expliquez-moi un peu pourquoi vous m'avez dit non. Je suis obligé d'intervenir là-dessus. Il y a 3 possibilités. Soit c'est un oui, et avec les conditions qui sont données, soit, et effectivement, au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous, on peut vous dire en l'état, on ne peut pas suivre tout de suite. Voilà peut-être les conseils que l'on peut vous donner pour pouvoir vous accompagner. Il y a aussi cette étape-là qui est très importante. C'est pas blanc-noir, c'est pas oui-non, et puis après il peut y avoir le non, et s'il y a non, l'important, notre rôle à nous, c'est non, pourquoi. D'accord. Voilà les 3 raisons pour lesquelles on a mis un garant. D'accord. Une question sur nos témoins, il y a des banques qui vous ont dit non, je sais pas Vincent, où tout le monde a dit ah oui, ou peut-être que tu es parti sans aucun accompagnement bancaire, parce que... Non, je suis parti avec un accompagnement bancaire, mais ça a été un échange. D'accord, ok. Dire, ils m'ont dit oui, mais il faut prouver, quand on présente un dossier auprès de la banque, il faut être convaincant, il faut croire dans son projet, ça c'est le départ. Oui. Mais après, il faut prouver, dire voilà, au départ c'est un inconnu, de dire voilà, on explique son projet, comment on fait pour aller du point A au point B, et ainsi de suite. Donc une fois que le dossier est construit, il n'y a pas de raison, si c'est pas un projet farfelu, mais il n'y a pas de raison qu'ils disent voilà. Tout après c'est un échange. Voilà, c'est surtout ça, on est
même au départ, le banquier ou la banquière ou même l'expert comptable peut faire peur, mais non, c'est au départ, on va apprendre à se connaître, puis c'est échanger. D'accord, ok. Alors, dans les risques, Isabelle, je vais venir vers vous tout court, parce que je vais revenir. Oui, on a fait un tour de table tout à l'heure. Bon, on va parler effectivement des risques très... Alors non pas que ce soit des risques immatériels et pas concrets, mais là on est dans les chiffres, on est finalement dans vos comptes de résultats, on est dans votre trésorerie. Et là on va parler humain, on va parler finalement de la femme ou de l'homme, de son parcours d'être humain quelque part. Il ne faut pas oublier de se protéger. C'est là où l'assureur intervient et trop souvent, alors c'est vrai que c'est peut-être du mot glamour tout à l'heure, c'est le métier le moins glamour présent autour de la table, parce qu'on va parler peut-être de votre décès, de votre maladie, de vos... Mais est-ce qu'on peut dresser un peu genre, les quelques grands risques autour de l'homme, autour de son projet finalement, voilà, est-ce qu'on peut parler un peu de ça et de l'homme peut-être par un grand H. Voilà, alors tout à fait, donc effectivement lorsque vous avez créé votre entreprise, lorsque vous êtes passé chez mes confrères, vous dites, eh bien maintenant je vais avancer. Eh bien en fait pour avancer, il faut que tous les voyants soient ouverts. Alors, vous avez déjà validé les différents voyants. Le voyant assurance, c'est un voyant qu'il faut intégrer dans votre création d'entreprise pour aller loin. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes chef d'entreprise, auto-entrepreneur, vous n'avez plus le statut de salarié. Ce qui veut dire qu'il y a des risques. Les risques sont différents. Alors, je vais vous parler de risques tout de suite, et puis ensuite, je vous parlerai de solutions. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas glamour. Pourquoi? Parce que les risques, ils sont identifiés de la façon suivante. Ils sont liés à la personne. Alors, la personne, effectivement, elle peut être victime de maladies, d'accidents, mais accidents aussi bien de la vie professionnelle, dans le cadre du travail, donc accident du travail, mais également de la vie privée. Parce que si vous avez un accident le week-end, pour aller travailler le lundi et reprendre votre outil de travail, votre entreprise, ça va être compliqué. Surtout si vous êtes tout seul. Un autre type de risque, eh bien, c'est le décès, malheureusement. C'est le décès, qu'est-ce qui se passe après au niveau de votre entreprise et puis au niveau de votre entourage privé. Quel type de risque? Eh bien, des risques qui sont liés à votre entreprise. Sur toute la partie dommages, bâtiments, alors nous allons avoir un risque d'incendie, de tempête, de dégâts des eaux, de vol, etc. Et puis pour terminer, des risques d'impayés vis-à-vis de vos fournisseurs. Voilà. Donc voilà l'identification des risques à bien prendre en compte avant de vous lancer. Et alors, je ne sais pas quel type d'impact ça peut avoir effectivement pour l'entrepreneur. Alors, on a bien compris, le décès, là, tout le monde l'a compris. Là, voilà, effectivement. Non, mais c'est vrai que même le décès, l'impact peut-être sur la famille ou les amis, ou le cautionnement qu'on a pu donner, des choses comme ça. Alors voilà, toi, l'assureur, quels sont les impacts par rapport à ces risques-là? Alors, indéniablement, vous allez avoir des impacts. Donc, des impacts, effectivement, au niveau de vous en tant que personne. L'impact, premièrement, c'est d'avoir une perte de revenus. Si vous êtes en arrêt de travail, alors tout dépend de la durée de l'arrêt de travail. Certes, si vous avez un arrêt de travail d'une semaine de 15 jours, est-ce que ça va mettre en péril votre entreprise? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez si vous avez un arrêt de travail qui dure un peu, qui est au-delà de 6 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois, voire plus, quelles sont les conséquences en fait au niveau de l'entreprise? Des conséquences financières, puisque vous allez avoir toujours les charges à payer, et des conséquences d'activité. Est-ce que vous allez pouvoir poursuivre l'activité au niveau de votre entreprise? Tout dépend, si vous êtes seul, si vous avez un associé, si vous avez des salariés. Et puis dernièrement, c'est est-ce que ça peut mettre en cause la pérennité de cette dernière? Si votre entreprise, elle est vivante sur le papier, c'est bien. S'il n'y a personne pour la faire tourner, là on aborde une vraie difficulté. Une vraie difficulté. Alors au niveau, donc là on vient de voir les impacts liés à la personne, et je ne vous parle pas d'impact dans votre vie de famille également. Donc il va y avoir indéniablement des répercussions d'un point de vue privé, que ce soit sur l'arrêt de travail, la validité, le décès, et puis voir même l'isolement, la dépendance. Donc c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est bien glamour, hein, ce que je suis en train de vous dire. Vous verrez, il y a des solutions. Donc là, on vient de parler de la personne. Mais on va également parler de votre outil de travail. Ça peut être des bâtiments, ça peut être un commerce, une entreprise, un restaurant, une usine, etc. Donc là, quels sont les risques? Déjà, premièrement, c'est de ne pas pouvoir reconstruire à l'identique. D'accord? Deuxièmement, c'est de ne pas pouvoir vous réapprovisionner au niveau du stock. Si votre stock a été volé, qu'il n'est pas assuré, qu'est-ce qui se passe? On a parlé de trésorerie, mais est-ce que c'est vraiment aller piocher dans votre trésorerie pour faire face à cette difficulté? Je vous pose la question. À mon avis, il y a des solutions. Et dernièrement, effectivement, vous pouvez être également mis en cause d'un point de vue juridique par rapport aux dommages que vos salariés vous proposez.
pouvez causer à autrui. On parle de petit déjeuner, ben, par exemple, une intoxication alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne va se retourner contre l'entreprise. Et si juridiquement vous n'êtes pas accompagné, vous allez avoir déjà beaucoup de tracas, beaucoup de tracas donc inutiles, et deuxièmement des mises en cause avec des recommandés et puis surtout avec des indemnités à payer. Donc là, c'est important de connaître l'impact de cette situation pour trouver une solution ensuite derrière. Alors si je peux apporter, c'est rare, mon témoignage personnel, pour avoir vécu dans une société un jour qui, sur son premier jour d'activité, avoir vécu, je parle de ça, c'était il y a quelques années, avoir sur son premier jour d'activité sur une manifestation événementielle, un haut-parleur, ce n'est pas tout à fait les mêmes, est tombé sur une personne dans le public. Pas de problème, je suis assuré. J'appelle mon assureur qui au devant est un ami en plus, voilà, qui me dit ah non, si le parleur il est tombé, c'est le prestataire qui. Non, c'est pas vous, c'est le prestataire qui fait. Est-ce que tu t'es renseigné si le prestataire lui est assuré? Ah non, je ne sais pas, moi je suis assuré, je ne pensais pas qu'il fallait que je. Et se rendre compte que ce prestataire n'était pas correctement assuré et vous retrouvez à devoir ne pas dormir de la nuit en vous disant j'ai peut-être fermé ma boîte. Parce qu'au premier jour, quelqu'un qui, voilà, je ne savais pas si j'étais suffisamment assuré, je n'étais pas correctement assuré, je n'avais pas interrogé mon assureur. Et de ce jour-là, c'était une grande leçon de la vie, parce que finalement, il n'y a eu rien de grave et ça s'est arrangé. Mais effectivement, l'assureur, c'est le pilier aussi de votre réflexion. Ah, c'est pas quelqu'un qu'on va voir en disant, mon Dieu, il m'a pris un contrat de RC, je le mets dans mon compte de résultat, il figure bien, il est là, une fois par an, je vais payer ma cotisation tous les mois. C'est vraiment un partenaire sur lequel il faut l'interroger. Vous évoquiez le petit déjeuner, l'intoxication alimentaire. Je suis pas certain que selon vos métiers, vous y réfléchi, que si vous invitez vos clients chez vous à les faire déjeuner, peut-être que vous pourriez avoir un souci. Je prends un autre exemple beaucoup plus récent pour l'avoir vécu et connaître des gens à l'intérieur. Il y a une pépinière entreprise, une grosse pépinière qui a brûlé sur Lyon. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, avec de très très belles startups à l'intérieur, dont certaines qui avaient le carnet de commandes plein, qui étaient en train de fabriquer notamment des systèmes d'impression 3D avec des machineries complètement innovantes et nouvelles. Elles ont déposé le bilan. Bon, elles n'y sont pour rien, la pépinière gérée par l'agglo a brûlé, le carnet de commandes était plein, mais elles étaient sur le point de livrer, donc elles avaient toutes les machines dans la société. Elles n'ont jamais eu les moyens, la trésorerie pour simplement relancer le cycle de fabrication et livrer les clients qui attendaient. Elles ont dû déposer le bilan. Voilà, donc c'est vrai que l'assureur, c'est peut-être la personne. On l'a mis au milieu, vous voyez, c'est l'équilibre de l'assureur, parce qu'on ne passe pas toujours à aller voir effectivement des métiers comme l'assureur, mais c'est important. Je vous ai coupé, pardon. Donc, on était peut-être sous les solutions, ou alors on n'a peut-être pas fini encore le 360 des risques et des. Vous avez parfaitement illustré mes propos, effectivement, et je compléterai par celui-ci, c'est-à-dire que ça peut mettre également une mauvaise image au niveau de l'entreprise. Parce qu'effectivement, quand vous ne pouvez plus livrer votre client, ce client, en fait, ça va, outre l'aspect financier, vous allez générer du mécontentement. Donc, vous savez très bien qu'une personne qui est mécontente va le dire à une dizaine de personnes autour de lui. Ce qui veut dire que ça va nuire également à votre image de marque, ça va nuire à votre société et ça veut dire que ça va nuire également à votre développement commercial. Voilà, donc on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas que des impacts financiers, il peut y avoir également des impacts d'image. Alors oui, il y a des solutions, bien évidemment. Bien évidemment qu'il y a des solutions et je partage tout à fait ce qui a été dit autour de moi, c'est-à-dire qu'il faut s'entourer de gens compétents. C'est-à-dire de spécialistes dans le domaine, là en l'occurrence de l'assurance, pour vous apporter des solutions. Alors des solutions toujours liées à la personne, pour reprendre mes propos, pour vous protéger vous. Parce qu'une entreprise sans chef d'entreprise, c'est quand même compliqué. Alors un bon spécialiste, c'est celui qui va vous questionner. C'est quelqu'un qui va être curieux, qui va vous poser des questions, qui va vous faire parler, qui va vous faire développer vos projets, qui va vous questionner énormément sur ce que vous faites, sur votre outil de travail, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Pourquoi? Parce qu'on va mesurer effectivement les risques et en fonction de ces risques-là, nous allons vous proposer une solution et qui sera adaptée. Voilà. Alors des solutions liées à la personne, évidemment, ce sont des solutions pour pallier l'arrêt de travail, suite à un accident, suite à de la maladie, un capital d'essai pour protéger votre entreprise, votre entourage, un capital invalidité, une rente invalidité, une assurance chômage, une assurance crédit. Voilà, en fait, tout ce qui peut être lié à la personne. Et évidemment que nous allons nous adapter. Un exemple, si vous êtes auto-entrepreneur tout seul dans votre société, un arrêt de travail d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois ne va pas avoir les mêmes conséquences que si vous avez un associé. Si vous avez un associé, si vous n'êtes pas le lundi prochain au travail, peut-être que cet associé va pouvoir prendre en charge le surplus de travail et assurer la continuité de l'entreprise pendant 1 mois,
sans avoir des conséquences graves sur votre activité. Voilà. Ce qui ne va pas être forcément le cas si vous avez un arrêt de 6 mois. Voilà. Alors ensuite, au niveau de vos biens, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, un commerce, un restaurant, etc. Là, il faut vous prévenir contre les risques d'incendie, de tempête, de dégâts des eaux, de vol. Et surtout, c'est de bien avoir en tête le montant du stock. On l'a abordé tout à l'heure. Il faut savoir exactement le capital au niveau du stock de votre local. Ça, c'est important pour faire face effectivement à un risque d'incendie ou de vol. Voilà. Votre stock évolué, qu'est-ce qui se passe le lundi quand vous rentrez au travail? Et puis ce qui est important, c'est de bien échanger pour adapter, ça c'est très très important, c'est d'adapter vos garanties à la vraie situation, à votre situation. Ce qui va déclencher également une prise de risque ou pas de votre part. Et la prise de risque, c'est quoi? Eh bien, c'est quelle franchise je peux avoir à ma charge, qu'est-ce qui reste à mon niveau, si j'ai un sinistre incendie, si j'ai un sinistre dégâts des eaux, qui ne va pas mettre en péril l'entreprise et qui va me permettre d'ajuster ma cotisation. Alors, de grâce, je sais que nous sommes en plus auvergnats, on va directement voir la dernière ligne, cotisation TTC. C'est ça, voilà. Alors, s'il y a un risque, c'est celui-ci. C'est d'aller directement voir le tarif. Un tarif comme ça ne veut rien dire. Un tarif, n'importe qui peut faire du tarif. En revanche, vous derrière, ça veut dire quoi un tarif? Ça veut dire que le tarif, alors j'ai mon micro, je ne peux pas faire l'équilibre. Voilà, il faut avoir une balance. Voilà, merci. Voilà. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Le prix, il correspond à des garanties. Et les garanties, elles correspondent à vos besoins. Et c'est très important parce que les jeunes chefs d'entreprise sont souvent intéressés par tiens, quelle est la cotisation de quel est mon budget d'assurance et comment je peux le faire baisser. Tout à fait. Alors, non, il y a un budget d'assurance qui correspond à votre situation. Il ne faut surtout pas faire l'impasse par rapport à ceci. Et alors, quand vous parlez de budget, justement, tout à l'heure, vous avez évoqué juste au détour d'une phrase un élément important. On a évoqué tout à l'heure de pouvoir rester au chômage aujourd'hui, de pouvoir conserver ses droits chômage, de les consommer finalement en créant son entreprise. C'est formidable parce qu'on est en phase de lancement. On va parler d'arrêt de l'entreprise. Je sais que ce matin, on est très triste, mais le sujet, c'est quand même maîtriser vos risques. Vous n'avez plus de droit à chômage parce que vous êtes entrepreneur, vous n'avez vu qu'une seule chose, c'est que vos cotisations sont moins importantes parce que vous n'avez pas cotisé aux droits. Mais on peut s'assurer à titre, aller voir son assureur et lui demander de l'assurance chômage privé finalement, et on peut se couvrir. Non pas que je vous souhaite d'arrêter votre entreprise, mais quand ça arrive, vous n'avez plus à rien le jour où ça s'arrête, on est peut-être content de trouver, d'avoir payé un petit quelque chose en plus à son assureur, surtout que c'est pas hors de prix non plus, et se couvrir pour... Tout à fait, nous avons un panorama effectivement de solutions qui intègre l'assurance chômage. Pour terminer, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'assurance qu'on appelle obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est tout ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle, les dommages causés à autrui, par exemple un restaurateur, je prends toujours mon exemple du petit déjeuner là. Non, je ne veux surtout pas vous dégoûter d'aller prendre le petit déjeuner, tout se passe bien à la CCI, tout se passera très très bien. Mais c'est important, donc tout ce qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile, en termes de décennale, dans le métier de la construction, qui peut avoir des conséquences dramatiques, et ceci pendant 10 ans. Et puis, ce que j'appellerais pas des garanties facultatives, j'appellerais plutôt ça des garanties indispensables. Et dans les indispensables, c'est tout ce qui est lié à la personne, au niveau de vous, en tant que par rapport à l'arrêt de travail, au niveau de vos biens, d'intégrer également la partie perte d'exploitation, au niveau s'il y a un sinistre incendie, et puis tout ce qui est assurance chômage, assurance crédit. Ce ne sont pas des assurances obligatoires, mais qui sont fortement effectivement conseillées. Voilà. Et dernier point, c'est vraiment en fonction de vos besoins, on va vous proposer des solutions, et c'est vous en fait qui allez choisir en votre âme et conscience par rapport à tout ce qui a été abordé, pour vous dire, tiens, moi ça c'est important, je vais le faire passer en priorité. Voilà. Oui, puisque derrière, effectivement, il y a la notion d'un budget global, mais vous partirez aux commandes de votre entreprise en sachant pertinemment ce qui est assuré et ce qui ne l'est pas. Voilà. Merci. C'est important parce qu'effectivement, l'air de rien, on a fait un diagnostic 360 de tout ce qu'un créateur
peut rencontrer comme risque et surtout ce qu'il peut maîtriser, tout ce qui lui est maîtrisable. Et effectivement, on y a associé une notion de coût, c'est important effectivement, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la... Alors Tristan, on va parler complètement d'autre chose, j'allais dire, parce que je ne pose même pas la question si tu es bien assuré, c'est même pas la question. Mais peut-être il y a un risque qu'on n'a pas évoqué, donc tu diriges aujourd'hui ce qui est effectivement l'un des fleurons des espaces de coworking dans le Massif central et au-delà en France, Turing 22 à la Pardieu. Cette notion d'immobilier aussi pour le créateur, ça peut représenter aussi un poids financier, mais ça peut représenter aussi un facteur de risque, effectivement, acheter, louer, ou alors peut-être profiter d'un espace de cowork. Quelle est ta vision toi, sur le risque autour de l'immobilier finalement du créateur? Alors effectivement, l'immobilier, c'est, lorsque vous vous lancez, un point absolument essentiel pour le créateur. En fonction de votre activité, vous allez être amené à avoir besoin de bureaux, d'un pas de porte, d'un commerce ou d'un local d'activité. Et c'est quelque chose qui va non seulement vous représenter une grosse part de votre budget au lancement, va vous immobiliser des capitaux, parce que si vous êtes locataire, vous allez devoir effectivement laisser un dépôt de garantie important. Et en plus, vous êtes souvent associé au risque de ne pas avoir une visibilité claire de l'évolution de votre besoin. Parce que comme vous démarrez, vous espérez bien sûr que vous allez pouvoir vous exploser, grandir, mais votre local, le dimensionnement au départ, c'est quelque chose d'assez difficile. Et comme souvent on se retrouve engagé sur des durées type 3, 6, 9 ou autre, qui n'est pas toujours facile d'arriver à trouver des solutions plus courtes, ça fait que... Si je peux juste t'interrompre, je pense que tout le monde connaît à peu près, mais c'est pas ça. 3, 6, 9, ça signifie c'est un bail, 3 ans, 6 ans, 9 ans, c'est ça. Et on peut pas le quitter avant le terme, c'est ça, on est coincé. D'accord. Les locations sont souvent associées à des engagements triennaux. Et voilà, et du coup en tout cas c'est un point important. Et alors ça se prête pas forcément à toutes les activités, mais je vous encourage, si vous êtes en particulier sur des activités, on va dire, légères en besoin immobilier, que vous êtes plutôt des activités bureau, ordinateur, d'essayer de regarder les différentes pistes qui peuvent exister autour de l'univers des coworking. Ce sont des solutions qui vous permettent de manière ultra souple, justement, de faire l'essai, de tester. Ça vous permet d'avoir un bureau qui peut être soit vraiment de manière très ponctuelle, au jour le jour, soit un bureau que vous avez vraiment attribué à vous pour le mois, qui peut être une pièce partagée avec d'autres personnes ou vraiment une pièce dédiée à vous, mais en tout cas sur des formules ultra souples, où vraiment tout est inclus, vous ne payez que votre redevance mensuelle, et vous avez la possibilité vraiment d'un mois sur l'autre de dire il me faut un deuxième poste parce que j'ai besoin de plus de place, j'ai un stagiaire, j'ai un collaborateur en plus, ou au contraire, finalement j'avais peut-être prévu un petit peu grand, il faut que je réduise la voilure. Et ça fait partie vraiment des nouvelles solutions encore vraiment méconnues, en particulier effectivement chez nous, qui amènent pour les créateurs une vraie souplesse, beaucoup moins d'engagement et pratiquement pas de dépôt de garantie. Donc c'est en tout cas un vrai conseil pour ceux bien sûr qui peuvent être concernés par cette activité. Si demain vous voulez ouvrir une pâtisserie, le cowork ne pourra pas faire grand chose pour vous. Alors, tout à l'heure on évoquait le 369, effectivement, attention, effectivement c'est un vrai piège, c'est une vraie maîtrise des risques parce qu'effectivement, on a rencontré énormément de jeunes créateurs qui se sont retrouvés dans ce piège. Effectivement, vous louez un local vous êtes parti pour 3 ans, vous ne pouvez pas en sortir. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous grossissez, vous diminuez c'est encore plus embêtant, ça reste une charge énorme. Et si vous grossissez, ça l'est tout aussi embêtant, parce que vous ne pourrez peut-être pas assurer une production, la livraison de clients, l'accueil d'un nouveau commercial, à moins de prendre un autre local ailleurs, parce que effectivement vous êtes engagé sur les 3 années, sauf au bon vouloir du propriétaire des lieux, mais j'allais dire, normalement, votre bail vous engage pour les 3 ans. Vous ne pourrez pas dégager avant, donc effectivement, la notion de cowork qui se multiplie. Alors, il y a les coworking, et on parlait effectivement d'espace d'accueil bureau, ordinateur. Il y a une pépinière industrielle, c'est pépinière, c'est pas vraiment mon coworking, mais une pépinière de Clermont Métropole qui est orientée à l'industrie, sur laquelle vous pouvez, sachez-le, aussi avoir une petite partie de production, machinerie, installation avec un quai de déchargement. Et c'est l'avantage de la pépinière, c'est qu'elle a cette souplesse également de pouvoir vous accueillir et de rompre le bail dès qu'il y en a besoin. Ces espaces coworking, j'allais dire, le vent en poupe aujourd'hui, ça prouve qu'il y a un vrai besoin parce que à Turing, il y a encore de la place, on peut venir s'installer à Turing si dans la salle il y en a 5 dès ce matin qui veulent signer un bail, ou effectivement c'est the place to be clairement aujourd'hui, c'est clair pour les jeunes créateurs. Alors il nous reste encore effectivement quelques dernières places, on n'a plus de grands bureaux, mais on a des espaces effectivement pour les créateurs, et puis ça tourne beaucoup, parce que comme justement c'est souple, on a régulièrement des arrivées, des départs, donc oui, on peut accueillir avec plaisir les créateurs. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors on a parlé immobilier
l'oublier parce que c'est effectivement un risque et il n'est pas minoré. Un peu comme l'assurance, on n'y pense pas toujours. On est très exalté, on a loué son premier local et on n'a pas pensé absolument à tout. Là, peut-être plus une vision un peu plus personnelle, j'allais dire. Si on est chef d'entreprise, bon, d'accord, si on est auto-entrepreneur, ce qui représente 70% des créations, je sais pas, aujourd'hui, enfin, c'est plus auto-entrepreneur, pardon, c'est, comment on appelle ça maintenant, c'est micro-entrepreneur. Voilà, pardon, excusez-moi. On a créé SASU, comme on disait tout à l'heure. Par définition, on est seul. Et j'allais dire, on est peut-être même si on a une équipe. Peut-être à un moment donné, le chef d'entreprise, il est dans son bureau, c'est à lui de prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est un danger aussi pour toi, Tristan, selon toi, dans le parcours. Cet isolement du chef d'entreprise, le nez dans le guidon et dans ses produits, ses clients et ses chiffres, c'est un danger. Oui, ça c'est vraiment quand j'ai vraiment commencé, j'ai vraiment été dans cette situation d'isolement. À l'époque, j'étais très très jeune, parce que j'avais 18 ans, et je n'appartenais pas à des réseaux ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment commencé vraiment tout seul de mon côté. Alors d'un côté, ça permet de se concentrer sur son activité, mais inconvénient, c'est comme j'avais ni associé ni salarié, j'étais vraiment seul. J'avais personne avec qui échanger, personne avec qui confronter mes problématiques ou mes challenges. Et vraiment, avec le recul, je pense que j'ai fait certaines erreurs et je suis passé à côté d'opportunités sur lesquelles qui auraient pu être évitées. Et sur effectivement les solutions, notamment d'hébergement, coworking, mais pas que, effectivement aussi, tu l'as dit, les pépinières notamment, c'est des occasions de croiser d'autres créateurs à la machine à café, au moment déjeuner le midi. Et très spontanément, je vois au quotidien justement des coworkers, des chefs d'entreprise qui spontanément se mettent à échanger entre eux, à évoquer des problématiques et se mettent à travailler ensemble, à se filer des bons tuyaux, à se donner des recommandations. Et ça, c'est précieux. Que ce soit par des réseaux ou par du lien, je vous invite vraiment à faire attention à ça, ne pas vous retrouver trop isolé. Prenez le temps de garder du temps pour l'échange avec vos pairs. Ça permet de partager les problèmes et de trouver de jolies solutions. Alors Tristan est très modeste. La première aventure qu'il a eue à 18 ans, tu avais combien de salariés au pic de pricing à un moment donné 150. 150. Il est passé à 18 ans de 0, tout seul dans son bureau, à 150 en 3 ans. Non, un peu plus. Un peu plus, voilà, pardon. 7 ans. 7 ans, d'accord, ok. Bon, juste avec un petit peu le double, voilà. Effectivement. Et cet isolement, c'est quelque chose, c'est un vrai danger pour le chef d'entreprise. Un vrai danger, et les réseaux aussi. Alors on parle coworking, on parle espace mais tous les réseaux d'accompagnement, les réseaux de créateurs, c'est des vrais lieux où si on accepte de se challenger encore une fois, de se parler de les uns aux autres, on apprend vraiment des choses, on limite beaucoup de risques. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience. Il y a même mieux d'avoir pris un mur dans la face pour s'en rappeler et dire à l'autre, attention, tu sais que quand tu marches trop vite et qu'il y a un mur, ça fait mal. Alors si l'isolement c'est un risque, il y a un autre aussi, et là c'est parce que c'est une autre activité aussi, la marque quelque part, enfin les noms de domaine, mais voilà, à un moment donné, selon toi, il y a effectivement une problématique de marque, de nom. Que je connais bien en tant que jeune créateur sur une autre activité que j'ai en parallèle. Pour vous donner un petit détail, je fais une petite activité, une start-up pour l'instant qui s'appelle Pilici. La marque est déposée, le nom de domaine est déposé, mais le logo n'a pas été déposé dans son aspect graphique et je viens de découvrir il y a 3 jours maintenant que Google Maps a exactement, alors très fier, start-up clermontoise basée à Turing 22, a le même logo, mais alors avec le même logo que Google Maps, qui vient de lancer son nouveau logo. Alors bon, c'est pas un drame, j'en suis fier, mais n'empêche que juridiquement, ça pourrait un jour poser un problème entre mon logo, qui est ici, et Google Maps, qui a exactement le même logo. Pour l'instant, je l'utilise pour faire de la com, ça me sert bien, mais c'est un vrai danger, la gestion de marque aussi, Christophe. Oui, alors vraiment en 2 mots, souvent en tant que créateur, vous êtes confronté, ça c'est souvent un moment clé de se dire allez, je vais créer une marque, je vais choisir le nom de mon entreprise. Et bon, il se trouve que, entre autres, j'ai aussi, du coup, je dirige une agence de communication et qu'on travaille notamment pour certaines entreprises pour de la création de marque, du branding. Et une des erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est une réaction à l'affect. C'est ah tiens, je choisis un nom, j'aime pas, il me plaît pas. Il sonne bien dans l'oreille ou pas. Attention, c'est ultra subjectif. Si vous interrogez des personnes, vous allez voir que vous aurez 12 000 appréciations différentes. Si vous êtes amené à être dans une situation de devoir créer une marque, prenez un minimum de temps et de budget pour vous faire accompagner par des professionnels là-dessus. Parce qu'un bon professionnel dans cette partie nomenclature de marque va vous aider à définir les valeurs, les enjeux, votre produit, vous faire répéter des choses que vous savez déjà, et vous aider à avoir une approche rationnelle là-dessus. Ça prend pas longtemps,
Ça permet d'éviter des erreurs, de vérifier que la marque n'existe pas déjà ailleurs, qu'elle n'est pas déjà prise par un concurrent. Et ça vous permet en plus de repartir, le cas échéant, avec un package complet, une charte graphique, bref, tous les éléments qui vont vous servir pour développer votre marque. C'est pas forcément un gros budget, mais très souvent, les créateurs passent à côté et le regrettent après et finissent 2-3 ans plus tard par devoir rechanger de marque. Et là, on perd du temps parce que la première n'était pas forcément adaptée. Et ça coûte très cher à ce moment-là. Autant dans une première approche, c'est souvent un budget qui est acceptable pour une PME, pour une entreprise, autant quand on doit tout changer l'intégralité de sa marque et du référentiel dans l'esprit de ses clients, c'est un vrai risque. La marque, il faut également y penser. Est-ce qu'on a oublié la communication peut-être aussi, puisqu'on a une marque, il faut la lancer. Là aussi, c'est un risque, la communication. Ah, donc, c'est pas en faire ou mal la faire, c'est quoi le risque? Plutôt de pas en faire. De pas en faire, ouais, d'accord. Ça aussi, c'est vrai que c'est un piège à éviter pour les créateurs d'entreprise. On a souvent tendance à se dire, bon, allez, le budget communication, marketing, je mets de côté, je vais le faire moi-même. Oui, mais la réalité, c'est que vous, en tant que chef d'entreprise, vous allez être au four et au moulin, vous avez déjà votre produit à sortir, vous avez tout à faire, et je vois beaucoup de très beaux projets échouer, parce que le porteur de projet, il a fait un super produit, il a fait quelque chose de bien, mais il ne s'est pas du tout occupé de la partie communication. Et on a beau faire ce qu'on veut, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, si vous ne pensez pas à ça, personne n'en entendra parler. Donc, soit vous, en tout cas, le budgétiser, soit avoir les compétences en interne pour le faire et en tenir compte, se faire accompagner. Là encore, vous avez d'excellentes agences sur Clermont-Ferrand de marketing et de communication qui peuvent vous aider pour le digital, le site internet, le référencement dans les moteurs de recherche, mais aussi le print, tous les supports papier. C'est vraiment un point à prendre en compte. Ne tombez pas dans le piège de faire une super idée, un super produit dont personne n'entendra parler. Et puis si je peux me permettre là aussi un témoignage perso, aujourd'hui je vais faire témoin, moi je crois que je vais faire témoin. C'est une conférence que je donne assez régulièrement. Aujourd'hui, la communication a complètement changé. Il faut faire appel à une agence ou à des experts. Je dis pas ça parce que pas une question d'agence, du tout. Je vois toute une génération qui dit pas de problème, réseau social. Génial. Ok, avec ça, d'accord. Un reach moyen sur Facebook aujourd'hui, si vous avez une page entreprise, c'est 4%. D'accord, ça veut dire que quand vous publiez un post, il y a 4% des gens qui vous aiment, qui vous voient. Ça veut dire qu'honnêtement, sincèrement, aujourd'hui, vous ne pouvez plus envoyer d'email pour d'email. La RGPD fait qu'aujourd'hui, vous devez avoir vos fichiers absolument contrôlés. On ne peut plus envoyer du mass mail. Les réseaux sociaux, il n'y a plus de reach, il faut payer. Et ça coûte très cher. La dernière campagne que j'ai fait pour un de mes clients sur LinkedIn, c'est revenu à 8 € le clic. Et c'est pas cher encore, et on peut aller largement au-delà. Ramener au clic, ça revenait à 8 €. D'accord ? Donc ça veut dire que ce qui était facile depuis 20 ans, le web est arrivé. Waouh, facile, c'est le web de masse. Il suffit que j'ai un site, il suffit d'avoir un site internet. Un site internet, aujourd'hui 92% des clics c'est la page 1 de Google, la page 1 seule de Google. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur la page 1, votre site internet, c'est comme votre carte de visite, qui reste dans la poche, n'a aucun intérêt. Ça veut dire qu'il faut en avoir un, parce que si on vous cherche, on vous trouve. Et si on ne vous connaît pas, on ne vous trouvera pas. Or, être sur la page 1 de Google, je parle sur ton expertise, il y a 10 réponses. Quoi. Dans tout casser, et encore si on met des liens sponsorisés, il y a 8 réponses. C'est-à-dire que si vous avez simplement en page 3 ou en page 2, personne ne vous voit. Personne ne vous voit. C'est que la communication. Ne mettez pas 0 dans votre budget, votre expert comptable va vous dire c'est très bien, vous avez mis 0, Tristan va vous dire voilà, pourquoi pas? À 0. Ou non mais c'est facile, j'ai mis 500 € sur Facebook où je vais avoir une page sur les réseaux sociaux. Non, le reach naturel, qu'on appelle le reach et le partage naturel sur les réseaux sociaux, les algos sur les réseaux sociaux vous dégradent complètement. C'est pas pour rien que Facebook fait 3 milliards de bénéfices par trimestre, non je sais plus combien, enfin des choses comme ça, c'est pas pour rien, parce qu'il faut tout payer. Bon, voilà. Donc pensez même que la communication, depuis 20 ans, grâce au digital, on a cru que c'était facile, simple. Et il suffisait d'avoir un site, c'est facile, je vais mettre 1000 balles, c'est un petit neveu qui va me le faire, ok, et puis je vais prendre, je suis très fort, j'ai déjà un Insta, et puis j'ai découvert TikTok, c'est nouveau, c'est bien, personne ne va vous voir, absolument personne ne va vous voir. Le reach naturel, c'est que vous allez parler à vos amis, à votre cercle, et éventuellement de temps en temps un petit client qui va arriver. Donc ça veut dire que maintenant il faut de nouveau une expertise, il faut un vrai savoir-faire pour gagner un demi-% ici, 1% là, 10% là, et un vrai budget communication et de vrais experts. C'est un vrai risque parce que je vois souvent des jeunes créateurs qui me disent ouais, votre génération réseau social, effectivement, avec ça je fais tout. Non, il faut des experts derrière, je vous garantis que c'est un vrai risque, mais ça fait votre table ronde, et c'est ça qui me passionne, donc je vais vous prendre votre temps de travail, votre temps de parole. On a fait 360, Vincent, je vais dire, voilà, là on arrive sur le... En plus, là l'homme qui a les deux pieds sur terre, d'accord? C'est les produits, les journaux, voilà. Et des fois la tête dans les nuages. Ah, c'est beau, voilà, c'est ça. Il faut rêver un peu pour être chef d'entreprise aussi. Ça déplombe un peu l'atmosphère sur les risques, c'est clair. Vincent, alors,
toi, tu as une double casquette, encore une fois, au sein du GCE, groupement des créateurs d'entreprise, et puis avec ton entreprise. Toi, tu es persuadé aussi qu'il faut être accompagné, on ne peut pas faire tout seul, c'est impossible. Aujourd'hui, on ne va pas vous donner la formule magique, parce qu'on est tous uniques, mais ce qu'on est convaincu, c'est qu'il ne faut pas être seul. Aussi bien en phase création, donc là il y a tous les partenaires, hein, le banque, le comptable, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un échange, et on va apprendre à se connaître et faire un accompagnement. Après il y a cette phase-là, donc phase création, on est bien entouré, il y a aussi la CCI, le groupement des créateurs en fait partie aussi. Mais après il y a, ça y est, on a créé notre société, on est immatriculé, et ben on y va. Au départ on a l'euphorie, on a l'énergie, on en a 300%, on peut en donner à tout le monde. Il y a le cas de se retrouver en isolement, parce qu'on est tellement en cours partout. Mais un jour ou l'autre, si on n'est pas accompagné, on va aller dans le mur et il faut créer, au départ, quand on crée son entreprise, il faut aussi créer son réseau. Il ne faut pas hésiter à appeler son banquier, son assurance, faire, on disait tout à l'heure sur les assurances, ça a évolué en 6 mois. Aujourd'hui, j'en suis là. Je suis toujours sur la bonne route. Oui, non, là. Et après, c'est partager son expérience avec d'autres créateurs ou d'autres personnes qui ont été dans la même situation que vous il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et voilà, faut pas hésiter à faire son petit entourage et pas se retrouver seul. Les réseaux, c'est aussi un lieu idéal, parce qu'on parlait de communication, mais un réseau business aussi. On rencontre des clients potentiels en sortant finalement de son bureau, en allant dans des salons, dans des groupements. Là, on a parlé des réseaux d'accompagnement aux créateurs, mais il y a plein de réseaux aussi humains. C'est important d'être dans ces réseaux-là, de voir du monde. Oui, parce que malgré qu'on soit dans une ère digitale, on parlait des sites internet, réseaux sociaux, il y a un réseau, c'est le réseau humain. Et celui-là, il ne faut pas l'oublier. Et c'est au niveau commerce, en étant dans cette partie-là, c'est le plus important. Il faut garder ce côté humain. Alors, sachez que si tout à l'heure au déjeuner, au café, d'accord, Gilles Fichy qui est ici, c'est l'animateur, le président, j'allais dire, de l'interclub économique. Peut-être qu'on va un petit mot pour Gilles sur l'interclub économique, qui fédère tous les clubs et groupements économiques. Vous êtes combien, une trentaine maintenant, un petit peu moins 33. 33 présidents, donc effectivement un groupement complètement informel, 25 ans d'âge, qui se réunit une fois par mois et de façon très informelle, mais les gens sont là, présents. Actuellement, on reçoit les candidats à la mairie de Clermont, donc c'était Olivier Blanqui la fois dernière, ça sera Fédi la fois suivante, et ça marche. Et donc ces clubs économiques, si vous cherchez une tête d'entrée pour trouver le bon réseau économique, Gilles pourra peut-être tout à l'heure vous donner quelques clés et savoir quel club choisir. C'est un peu l'idée, c'est ça? Tout à fait. Bon, alors voilà, dans tous les cas, vous le voyez, il est debout, c'est le monsieur qui a le pull bleu, voilà, il peut vous orienter sur l'un des 33 clubs économiques de la place de Clermont pour faire votre bon choix de club et de réseau. Vincent, je t'ai coupé peut-être sur ces réseaux, sur notre complément. Autrement, quels seraient, toi, effectivement, peut-être, si ce n'est les risques principaux, pourquoi pas, pour un entrepreneur? Donc on a compris l'isolement. Et sortait quoi la clé au contraire de la réussite, peut-être dans ce cas-là aussi, j'allais dire, ou s'il y avait d'autres risques, ou quelques clés de réussite? Alors les clés, il y en a plein. Il y a peut-être un autre risque qu'il faut peser. Donc là, on va parler des assurances, au niveau financier, tout. Il y a le côté, moi je suis très très terre à terre, c'est aussi pour ça que là c'est côté personnel, c'est surtout quand on a plein d'énergie, on amène tout le monde avec nous, les amis, et après le conjoint, la conjointe, et les enfants. C'est surtout ça aussi qu'il faut peser, dire quel sacrifice on est prêt à faire, et il y en aura, on se dit même si on crée aujourd'hui, on aura des sacrifices personnels à faire, il faut les peser. Et après, il ne faut pas hésiter à en parler aussi autour de nous. Et après, au niveau des enfants, ou du conjoint, dire je vais me lancer, ou on va peut-être se lancer, il y a un risque, mais il faut le mettre sur table. C'est comme quand on va voir son banquier, un expert comptable, on dit on propose le projet, mais ce qu'il faut faire aussi au niveau de sa famille et ses amis, dire voilà, je vais me lancer là-dedans. Voilà. C'est bien aussi de peser ce risque-là, parce que c'est un pilier pour créer, je pense, pour réussir. Il y a plusieurs piliers, ça en fait partie. Et donc ça, effectivement, alors on peut aussi évoquer les risques ou les avantages d'avoir un associé aussi. Ça peut être un vrai sujet, parce que s'associer, c'est aussi se marier quasiment. J'allais dire, j'imagine que là, l'expert comptable a son rôle à donner aussi sur la relation avec l'associé, savoir comment
Parce qu'on dit toujours que c'est facile de s'associer, que ça devient compliqué quand on n'a pas prévu de choses, ou on ne gagne pas d'argent, ou on en gagne trop, mais dans les deux cas, si on n'a pas prévu, ça devient un facteur de risque. Tout seul, Tristan, toujours tout seul, c'est ça. Voilà, c'est le vieux proverbe qui dit que pour être chef d'entreprise, il faut être un nombre impair, inférieur à 3, c'est ça, donc voilà. Il faut mieux être le patron à bord, mais être dans un réseau. Je regarde l'heure, oui, il va être moins 10, donc on avait dit qu'à 10h pile, on vous libère de faire le tour du salon. Donc on va peut-être passer aux questions et aux réponses. Réponses, je ne doute pas qu'il y en aura. Il y aura le café aussi derrière où vous pourrez intervenir. Des questions, je vous laisse, si vous le souhaitez, poser vos questions. À nos intervenants, profitez-en, on a un beau parterre ce matin. Je sais que sur le forum, c'est toujours plus compliqué que dans une salle plus cosy comme à Turing. Effectivement, parce que là, c'est... Oui. Ah, bah, écoutez, bonjour. Attendez, je vais vous porter mon micro parce que je crois que, vu la taille... Bonjour, du coup, j'avais une question pour les banquiers. Quand on parle de financement et du coup d'apport, comme a pu aussi en parler l'expert comptable, est-ce qu'il y a une notion montant de prêt apport? C'est-à-dire que, certes, forcément, une personne qui va mettre 1 euro dans sa société, vous n'allez pas forcément lui prêter les fameux 1,5 million dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a réellement une corrélation? Parce qu'une problématique de financement d'apport pour une personne qui crée sa société est pas forcément, on va dire, avec les... Comment on appelle ça? Elle n'a pas forcément n'a pas forcément les fonds à apporter au départ, mais a peut-être un besoin de financement plus ou moins important en fonction de sa profession future. Effectivement, en fonction de chacun, en fonction de son âge, de ce qui s'est passé à titre personnel dans la vie, on peut disposer de plus ou moins d'apports. Pour autant, nous, au moment du financement, on va partir, on a une règle, confirmera ou dira différemment chez vous, on a une règle de 20% d'apport. C'est une norme qui existe, mais après ça reste un chiffre qui s'apprécie en fonction des situations personnelles. Quelqu'un qui veut un financement de 500 000 € et qui n'a pas d'apport, c'est compliqué. Après, une fois de plus, chaque situation est différente. Et quand on parle des plateformes qui peuvent venir et aider à l'apport, c'est à partir du moment où il y a un apport mais qui n'est pas jugé suffisant, c'est de pouvoir aller sur ces plateformes pour le compléter, mais pas se substituer à l'apport. Mais l'apport reste quand même important et ça fait en quelque sorte partie des garanties qu'a la banque sur le financement. Au final, c'est votre engagement dans le projet. Quand on parle de plateforme... Pardon, Jérôme, oui, je ne voulais pas... Non, simplement, effectivement, il y a cette notion, il y a deux choses. Il y a cette notion d'apport en disant est-ce que je suis capable d'amener 20% ou pas, ça fait un côté un peu standard. Il y a aussi le cas où la création d'entreprise est une analyse bien particulière en fonction de vous, porteur de projet. Donc c'est vrai que si votre projet est bon, que les perspectives sont bonnes, que vous êtes l'homme de la situation, l'homme clé pour réussir ce projet-là, on peut avoir un apport un petit peu plus faible. C'est pas gravé dans le marbre, puisque justement c'est complexe, c'est fait pour vous créer votre vie future. Mais quand vous partez sur 20%, vous êtes dans les bonnes normes. Voilà. 20%, je vous parlais de plateformes tout à l'heure, tous les deux. C'est des plateformes d'initiative locale, ça a la capacité à aller voir des groupements, des structures qui peuvent avoir des formes variables, peut être associatives ou qui peuvent être là, qui vont vous faire ce qu'on appelle des prêts d'honneur, c'est ça? C'est-à-dire qui vont, sur la base, alors sans aucun apport, finalement, vous amenez un prêt personnel. Par contre, c'est vous qui allez le rembourser en tant que le prêt est fait à vous et c'est amené en haut de bilan, c'est amené finalement en apport. C'est ça et on peut considérer que ça rentre dans les 20% après cet apport-là. Oui, alors voilà, le prêt que peut vous faire la plateforme d'initiative locale, qui est un prêt personnel, donc clairement je dois le rembourser à titre perso, c'est considéré pour nous à la fois comme un apport au niveau de l'entreprise, là on parle à deux voix, mais c'est aussi considéré comme une dette à titre personnel, donc on analyse bien les deux volets, hein, la jambe perso et la jambe pro, pour se dire voilà, effectivement, ça fait un apport de 10 000 € pour prendre un exemple, mais c'est 300-400 € tous les mois qu'il doit rembourser auprès de la plateforme. Voilà. Mais on le prend en compte comme un apport. D'accord, donc c'est une lecture équilibrée, j'allais dire, mais c'est quand même un apport. C'est considéré que c'est en haut de bilan. Et complètement considéré comme de l'apport. D'accord, ok. Donc finalement, le principe avec son banquier, c'est d'arriver à partager le risque, peut-être, grâce à ces plateformes.
d'arriver à se dire qu'il n'y a pas que le banquier, il y a aussi les plateformes d'initiatives locales qui sont réellement... Alors, c'est la mode en ce moment, c'est les levées de fonds. C'est trop tôt quand on est en création. Hein, ou alors, il faut trouver un business angel qui fait, ou alors de la love money, vos amis, votre entourage qui vous prêtent de l'argent. Il faut attendre un petit peu d'avoir une preuve de concept avant de venir après lever des fonds. C'est un peu tôt. Ça dépendra aussi des activités. Oui. Sur une activité traditionnelle, on va être moins confronté à ce sujet-là. Normal, tout à fait. Effectivement, je dis ça parce qu'on lit partout des levées de fonds incroyables aujourd'hui. D'abord, c'est réservé à la presse, nous sait effectivement beaucoup ce genre de projet, donc on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais effectivement, vous avez à Clermont une structure, Auvergne Business Angels, qui est spécialisée dans l'intervention aux côtés des créateurs. Vous n'allez pas de votre indépendance, par contre, hein, vous aurez d'un actionnaire. Là, il faut en tenir compte, et d'un actionnaire qui va être assez pressant pour vous réclamer un remboursement aussi au bout de 7 ans. Voilà. Mais c'est aussi une solution pour le haut de bilan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde là quand même, parce qu'on va essayer d'être... Où est-ce que... Oui, on a encore une question au fond. Au fond? Allez, je vous amène le micro. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'assurance liée aux personnes ou liée aux biens. J'aimerais savoir ce qu'il en est au sujet des assurances liées à l'activité. Par exemple, une activité d'accompagnement ou de conseil. Est-ce qu'on peut évaluer un risque au niveau de cette activité? Oui, tout à fait. Quelle est la solution par rapport à ce risque? Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai pris quelques exemples, notamment sur des commerces, des restaurateurs, etc. Mais nous sommes également dans l'accompagnement et la recherche de solutions pour tout ce qui est profession de conseil, mais pas que. Donc, je n'ai pas parlé du tout des professionnels de santé qui en font bien évidemment partie, tout ce qui est infirmière. Mais la notion de cabinet de conseil, nous sommes très présents. En plus, c'est une activité qui se développe beaucoup sur le département du Puy-de-Dôme, sur Clermont-Ferrand. Depuis quelques années, notamment dans la création ou la reprise d'entreprise. Donc nous sommes bien sûr aux côtés de ces personnes et plus particulièrement dans l'accompagnement en tant que dans la responsabilité civile, ça veut dire tous les dommages que vous pouvez causer aux autres de façon plutôt immatérielle, ou on intègre également la faute de l'assuré. Alors, je ne vais pas détailler là tout ce qui est faute professionnelle ou pas, mais effectivement, il y a une notion de faute, il y a une notion de dommages causés, il y a une notion de contrat passé avec vos clients, et effectivement, vous avez des solutions bien évidemment appropriées. On pourra poursuivre effectivement autour du café. Une autre question. Pardon? Au fond? Ah oui, j'ai pas... Oh pardon, excusez-moi, j'avais le regard posé sur le... Voilà, j'arrive vers vous. Je crois que toutes les questions sont au fond. Je vais rester là-bas pour la fin du petit déjeuner. Oui, bonjour, Catherine Dixier. J'avais une question très basique en fait. J'ai pris votre conférence en cours et je m'en excuse, mais j'aurais aimé savoir, pour déterminer les secteurs à risque ou les secteurs porteurs, tout simplement, parce qu'il me semble une évidence de ne pas s'engager dans un secteur à risque, qui peut être de bons conseils? Alors, je peux apporter une réponse, donc il y a débat sur les intervenants. On est embêté pour savoir qui peut répondre. En fait, c'est une question très très vaste. Et fondamentalement, là, on est sur le challenge de l'idée. Peut-être une réponse à ça, c'est lorsque vous êtes sur un projet de création, partagez votre idée. On croit souvent à tort, ah j'ai une super idée, il ne faut pas que j'en parle, on va me la piquer. Vous savez le nombre de fois où j'ai pu entendre ça, c'est une erreur. Au contraire, il faut en parler à un maximum de gens avec des horizons différents, et c'est l'occasion de le faire avec tous les différents conseils du parcours de création, tout ce dont on a parlé jusque-là, et tous les gens qui sont présents ici, pour échanger, identifier les points faibles de son idée, et notamment, entre autres, les notions de marché. Est-ce que c'est un marché, est-ce que je suis en train d'investir sur la cigarette électronique actuellement, ou est-ce que, à l'inverse, je suis en train de parier sur la cuisine bio food du futur? Ou la cuisine terroir de la région Auvergne. Pardon. Pour compléter les propos, effectivement, nous rencontrons beaucoup de créateurs, de repreneurs d'entreprises qui ont qui ont des modes de vie différents. À savoir, certains ont de l'expérience, d'autres pas. Certains se lancent dans des entreprises qui nécessitent quand même une formation professionnelle, et soit ils l'ont par rapport à leur ancien métier ou leur métier de salarié chez un chef d'entreprise, soit ils ne l'ont pas, et auquel cas il y a des solutions pour les accompagner.
Là, nous sommes effectivement au niveau du forum qui est organisé par la CCI, qui dispose effectivement de solutions pour notamment créer des études de marché, vous accompagner, connaître le marché au niveau local, qu'est-ce qui marche pas bien. Là, tout de suite, on voit qu'il y a une recrudescence effectivement de création de salles de sport. Je vous donne juste cet exemple. On a beaucoup de demandes. Alors, je me tourne également vers mes confrères là qui doivent être également, je crois qu'il y a une demande systématique par semaine. Donc, vous voyez, il y a certains marchés qui sont porteurs, d'autres qui commencent déjà à être saturés. Et pour ce faire, il y a des professionnels. Alors, des professionnels des CCI, des chambres consulaires, mais pas que. Voilà. Une dernière question, où est-ce qu'on passe au petit café, où vous pourrez poser vos questions. Alors le café, m'a-t-on dit, c'est l'espace détente qui est par là, et juste voilà, quelques mètres, ne vous perdez pas en route, ça sera intéressant, que les intervenants pourront vous répondre directement avec des visions plus personnelles. Autre question? Oui, non, on vous libère, on avait dit qu'on finissait à 10h, il est peut-être 10h, 10h2, 10h3. Mesdames, messieurs, merci beaucoup, on aurait pu faire beaucoup plus long, merci beaucoup. On peut les applaudir si vous voulez bien, merci beaucoup. Et merci et bon courage pour vos créations d'entreprise ou aux vieux créateurs. Je vois Eric Tassin là-bas, qui a 20 ans d'expérience en création. Donc,
revoir.